Bientôt 13h30, soyez les bienvenus. On est ensemble pour 2 nouvelles heures et demie d'informations en direct. Bonjour Fanny. Bonjour Loïc, bonjour à tous. Plus de 140 manifestations programmées aujourd'hui pour une journée nationale de lutte pour les libertés et contre les idées de l'extrême droite. Des marches organisées par une centaine d'associations, organisations syndicales et partis de gauche. Nous suivrons ces défilés dans les différentes villes françaises et notamment, vous le voyez, dans la capitale avec nos reporters sur place. Il vaut mieux avoir des boutons de manchette que faire des vidéos érotiques. Les esprits s'échauffent dans la dernière ligne droite de campagne électorale et ça vole pas haut, en dessous de la ceinture, même entre un candidat du RN notamment et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. La côte est de la Corse sous la menace d'une marée noire. 2 nappes d'hydrocarbures ont été repérées à une dizaine de kilomètres du littoral. La préfecture lance un plan de sauvegarde des côtes. Reportage à suivre. 34 degrés à l'ombre ce week-end à Perpignan. Il fait beau, il fait chaud. Situation exceptionnelle pour la période, mais pas non plus au niveau des seuils de canicule. Image ici à gauche dans le sud, à Nice, mais également tout en haut dans le nord, à Stella-Plage. Et c'est donc une journée de manifestation, plus de 140 aujourd'hui dans les grandes villes de France, contre les idées de l'extrême droite. Elles infusent bien trop dans la société, selon les organisateurs qui s'inquiètent pour les échéances à venir. Les régionales dans une semaine et surtout, évidemment, la présidentielle dans moins d'1 an. Sauf que la gauche, du Parti socialiste à la France insoumise, marche en ordre dispersé. On va prendre la direction de la marche parisienne où vous vous trouvez Antoine Eulard. Le défilé part dans une demi-heure environ de la place de Clichy où vous vous trouvez, direction la place de la République. Et ça se veut être un rassemblement de grande ampleur. Est-ce que l'appel a l'air d'avoir été entendu? On voit que le rassemblement est encore en cours. La marche n'est pas encore partie. Oui, exactement. La marche part dans une demi-heure, vous l'avez dit. Pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de monde ici sur cette place de Clichy, mais ça ne préjuge en rien de la mobilisation du jour. Généralement, les manifestants arrivent un peu à la dernière minute. Pour le moment, l'ambiance est plutôt festive. Vous voyez ici un groupe de musique qui s'est installé au milieu de la place et qui tout à l'heure entonnait le chant des partisans, des militants qui commencent donc tout doucement à affluer ici vers cette place de Clichy. La circulation a été coupée. Il y a 100 organisations au total qui ont appelé à cette marche aujourd'hui. Des organisations de gauche, la gauche dans toute sa diversité. Il y a des partis politiques, bien sûr, notamment la France Insoumise, des syndicats comme la CGT, mais aussi des ONG comme Attac ou encore Attac, oui effectivement, ou Oxfam, pardon. Et puis tous ces gens de gauche estiment qu'il y a besoin d'un sursaut face à un climat de haine raciste et attentatoire aux libertés. Selon eux, les digues ont sauté avec l'extrême droite. Il n'est plus tabou à leurs yeux de reprendre les idées d'extrême droite ou de faire alliance avec des partis d'extrême droite. Il est donc temps de réagir et c'est aussi un message qui est envoyé au président de la République. Vous voyez ici cette marionnette d'Emmanuel Macron avec dans sa main un hocher avec dedans la photo de Marine Le Pen. Façon de dire que le gouvernement actuel est en train de courir après les idées du Front National et ses électeurs. Et c'est justement ça que redoutent ici les forces de gauche, des forces de gauche donc qui manifestent aujourd'hui et qui espèrent que cette manifestation sera l'occasion de se remobiliser ensemble parce que vous l'avez dit, à ce stade, la gauche a bien du mal à proposer une alternative au duel Macron-Le Pen qui se profile pour la présidentielle l'année prochaine. Merci Antoine, avec Juliane Roland, donc place de Clichy, d'où doit s'élancer cette manifestation dans une petite demi-heure maintenant. On va vous la faire vivre en direct sur BFM TV cet après-midi. Anne-Sora Dubois est en plateau avec nous parce que oui, c'est la gauche qui manifeste contre l'extrême droite, mais on voit que même dans ce combat, manifestement, ils n'arrivent pas à se réunir. Il y a de grands absents. Oui, d'abord, ils sont disséminés un peu partout en France. Ils ne sont pas réunis ce soir sous banderole, cet après-midi sous banderole commune. Il y en a certains qui sont dans d'autres villes. Et puis, même s'ils sont, pour certains d'entre eux, dans la même manifestation, ça sera des points fixes différents. Ça sera même des points presse différents. Donc, ils n'ont même pas l'intention de prendre la parole au même moment et ensemble. En réalité, on comprend bien quelle est la difficulté de la gauche aujourd'hui. C'est que aujourd'hui, cette manifestation, c'est beaucoup plus la gauche de la société civile que la gauche politique. Il y a énormément d'associations,
de syndicats qui sont représentés dans ce cortège. En revanche, du côté de encore une fois, du côté de la gauche politique, c'est beaucoup plus compliqué aussi parce que, et Antoine le disait à l'instant, cette gauche, elle a beaucoup de mal à affiner sa stratégie pour essayer de contrer ce discours, cet affrontement annoncé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc c'est pour ça aussi que les mots d'ordre sont extrêmement larges pour essayer au maximum de créer, encore une fois, ce qu'on appelle en France la convergence des luttes, qui se résume plus ou moins à une addition des luttes, très souvent, en tout cas c'est comme ça que ça se termine. Donc là aujourd'hui c'est contre les idées de l'extrême droite, mais c'est aussi contre les lois liberticides adoptées par le gouvernement, la poursuite des manifestations sociales. En clair, on essaye de faire vivre une autre voix qui ne parle pas que de sécurité, qui parle aussi des questions sociales, qui parle aussi de la crise économique qui pourrait suivre la crise sanitaire. Mais effectivement, cette gauche a beaucoup de mal à choisir sa stratégie pour essayer de contrer cette doxa extrêmement majoritaire. Et effectivement, ils sont donc divisés, parce qu'en plus, ils affichent un visage largement disséminé. L'union de la gauche, c'est un vieux serpent de mer qui est plus que jamais éloigné de l'horizon des Français et des électeurs aujourd'hui. Donc, on va tenter aujourd'hui à nouveau de rassembler un maximum de doxa de gauche pour essayer de faire au moins une addition des luttes. Et la convergence des luttes, c'est encore et toujours l'objectif de la gauche, mais même elle n'arrive pas à s'unir aujourd'hui. Donc une gauche en ordre dispersé ce samedi, un défilé contre les idées de l'extrême droite. Et c'est vrai que en ce moment particulièrement, le parti de Marine Le Pen se frotte les mains à une semaine du premier tour des élections régionales, des élections qui pourraient donner une dynamique à sa campagne présidentielle. Écoutez, Jordan Bardella, la tête de liste RN aux élections régionales en Ile-de-France. Si c'est une manifestation contre l'extrême droite, je ne me sens pas visé. Si c'est une manifestation contre le Rassemblement national, un peu plus. En vérité, la France insoumise cherche à allumer un contre-feu. Voilà, la France insoumise est sortie de la République. On pourrait appeler ça d'ailleurs la France islamiste, puisque M. Mélenchon est dans une course à la radicalité de plus en plus importante, avec une volonté de désarmer la police, de manifester, comme c'était le cas en novembre 2019, aux côtés des islamistes du CCIF. Et puis récemment, d'expliquer que les attentats islamistes commis sur le territoire français quelques semaines, quelques jours avant les élections, étaient le fait d'un complot politique. Donc c'est une deuxième offense qui est faite aux familles des victimes. Et je pense que M. Mélenchon a perdu la raison. On n'a pas peur d'une candidature d'Éric Zemmour. Nous, ce qu'on vient dire, c'est que le seul qui se réjouit en réalité d'une candidature d'Éric Zemmour, c'est Emmanuel Macron. Puisqu'Éric Zemmour, même s'il devait faire 2-3 points, viendrait probablement diviser le camp national qu'il prétend pourtant servir, parce qu'on sait qu'il est un patriote sincère, qu'il mène aujourd'hui le terrain sur le combat des idées. Donc la question que tout le monde doit se poser, c'est à qui profite le crime. Maintenant, sur le fond, moi j'ai beaucoup lu, nous regardons beaucoup avec intérêt aussi ce que peut dire Éric Zemmour. Alors on partage pas, évidemment, on partage pas tout. Maintenant, je ne crois pas que, si vous voulez, la croisade contre une ou des religions fasse ou constitue une politique ou un projet politique. Éric Zemmour est un éditorialiste. Marine Le Pen a vocation à être présidente de la République. Dans les idées. Dans les idées, on peut partager un certain nombre de diagnostics et ne pas considérer que on va se diriger vers la guerre civile, que nous avons un combat à mener contre une religion. Nous, on mène pas de combat contre une religion. Voilà, on mène pas de combat contre des personnes. On mène un combat contre des idéologies qui nous ont déclaré une guerre aujourd'hui à la fois culturelle, armée, comme ça a été le cas avec les attentats terroristes que nous avons connus. Donc la vérité, c'est que on peut pas faire, si vous voulez, de la croisade contre une religion un projet politique. Voilà, Jordan Bardella, tête de liste aux élections régionales en Ile-de-France. Et règles électorales obligent. Vous voyez donc l'ensemble des autres têtes de liste qui l'affrontera premier tour dimanche prochain. Voilà tous les candidats. En tout cas, ces prochaines échéances, elles n'arrangent rien dans ce climat, cette ambiance tendue, y compris dans le débat politique. Avec cet échange en illustration, c'était ce matin entre Éric Dupond-Moretti, qui est candidat au régional dans les Hauts-de-France pour la majorité présidentielle, et un candidat du RN, lui, candidat au départemental. Alors allez faire votre boulot. Vous n'avez pas le temps d'être en vacances. Venez travailler avec moi. Vu l'état de la justice, vous n'avez pas le temps d'être en vacances. Je travaille 10 fois plus que vous. Eh bien, on voit ça, on voit ça. Il vaut mieux avoir des boutons de manchette que faire des vidéos érotiques comme Monsieur Odoul. Oh, une attaque sous le pantalon. Bravo, Monsieur Moretti. Sous le pantalon. Parlez-en à votre ancien candidat à la mairie de Paris. Monsieur Griveaux. Et Monsieur Griveaux. Alors, c'est pas gentil pour votre collègue Monsieur Griveaux, Monsieur Moretti.
bouton de manchette contre vidéo scabreuse. Un clash, Anne-Sora Dubois, qui illustre vraiment ce climat de campagne très tendu, pour le moins qu'on puisse dire. Oui, effectivement. Alors, on vous refait un petit peu l'historique de cet échange très tendu. Éric Dupond-Moretti se trouvait sur un marché avec Agnès Pannier-Runacher. Ensuite, il a rejoint une terrasse et là, il est passé devant ce monsieur qui s'appelle Damien Rieu, qui est donc tête de liste départementale pour le Rassemblement national dans le Pas-de-Calais. Et le ton a commencé à monter parce que Éric Dupond-Moretti a été attaqué sur le fait qu'il a été l'avocat de Mohamed Merah, que lorsqu'il a été élu, dit ce candidat, il a été applaudi dans les prisons. On se souvient effectivement de cette première sortie du ministre de la Justice où il avait été applaudi par certains détenus au sein de la prison de Fresnes. Donc en somme, ce candidat lui disait « Vous n'êtes pas légitime pour porter les questions précisément de sécurité ». On parlait de la manifestation tout à l'heure. Décidément, cette question revient tout le temps. Donc ça portait vraiment sur la sécurité, sur les problèmes de la justice. Donc Éric Dupond-Moretti, attaqué là-dessus, a répondu. Et le problème, c'est que ça a été voulu ou pas, il essaye plusieurs fois de partir. Enfin, il fait mine de partir plusieurs fois, mais parce qu'il veut répondre à son interlocuteur et parce que son interlocuteur le relance à chaque fois, aucun des deux n'arrive à briser cet échange qui effectivement est fini de façon très peu élégante pour jouer sur les euphémismes, c'est-à-dire que c'est vidéo érotique contre vidéo intime, Julien Audoul contre Benjamin Griveaux. Effectivement, on voit pas bien ce que les lecteurs pourraient y trouver comme apport dans sa réflexion politique. Mais donc ça se finit pas très bien, effectivement. Ça illustre surtout un climat de tension qui est particulièrement important, qui sans doute ne fait le jeu de personne, si ce n'est des abstentionnistes. Il y a l'illustration, encore une fois, d'une tension extrême entre le parti de la majorité et le Rassemblement national. Ça, c'est une séquence que chacun pourra récupérer pour essayer de dire que l'autre est l'adversaire et que le comportement de l'autre est abject et insupportable. Et donc, effectivement, il y a sans doute eu une part peut-être un manque d'expérience de la part du ministre de la Justice, parce qu'il faut se souvenir quand même que les campagnes, il n'en a pas fait 1000 jusqu'à maintenant. C'est un avocat, il est rentré récemment en politique. Là, il a été alpagué par un membre de l'opposition, en tout cas un adversaire politique, et il n'a pas su ne pas répondre. Et il a fini par lui répondre effectivement en lui disant mieux vaut avoir des boutons de manchette que de faire des vidéos érotiques comme Monsieur Audoul. Si jamais vous vouliez la précision, Julien Audoul, candidat pour le Rassemblement national dans la région Bourgogne-Franche-Comté, une vidéo est ressortie qu'il a tournée il y a des années, effectivement vidéo érotique. Et Benjamin Griveaux, candidat à la mairie de Paris, vidéo intime. Un drôle d'image, sacrés échanges. Le garde des Sceaux qui était peut-être un peu échauffé aussi parce que quelques instants plus tôt, il a eu un autre échange avec un autre adversaire politique dans la région. Cette fois, il s'agissait de l'insoumis François Ruffin. Écoutez, vous avez dit que sur Amiens, vous veniez un cluster formidable, que tous les emplois étaient garantis. Sur 290 emplois, il en reste 3. Arrêtez votre tir. Ruffin a raison. Soyez gentil. Défendez les ouvriers. Vous le direz dans les urnes, monsieur. On va pas s'interpeller ici, vous le direz dans les urnes. On a la chance de vivre dans une belle démocratie, vous voyez. Voilà. On n'est pas chez Chavez, on est dans une belle démocratie. C'est là-bas qu'on aimerait. Monsieur Ruffin, calmez-vous. Comme ministre. Monsieur Ruffin. Comme ministre et pas comme candidat à des élections, vous avez pris une tolle. T'as raison, François. T'as raison, mon gars. 500 mais attendez. 500 CPP. Non. Ça, c'est les vrais chiffres. Vous avez dit que vous craignez un cluster féminin, que tous les emplois étaient garantis. Sur 286, il en reste 3. C'est comme ça qu'on défend les ouvriers. C'est pas en venant faire le kéké sur le marché. Vous êtes ministre. Là, aujourd'hui, il y a 50 000 emplois industriels qui ont disparu dans le pays. Vous êtes ministre de l'Industrie et qu'est-ce que vous faites? Faites votre Vous faites candidate pour faire 2% à l'arrivée. Monsieur Ruffin, on n'est pas chez Chavez ici. Non. On est dans une belle démocratie. Et chacun peut exprimer ce qu'il veut. Je demande à la ministre de venir faire son travail sur le terrain à Amiens. Et même le président avait promis qu'il reviendrait. Voilà, une campagne régionale sous haute tension, on le voit notamment donc, dans les Hauts-de-France. On reprend la direction de Paris cette fois-ci. On vous fait suivre toute cet après-midi ces manifestations et dont la Parisienne pour les libertés et contre les idées de l'extrême droite. Manifestation qui réunit plusieurs associations, plusieurs syndicats, organisations syndicales, mais aussi des partis politiques. On vous retrouve Perrine Vasque, vous êtes place de Clichy, d'où va s'élancer cette marche des libertés d'ici une vingtaine de minutes. Quelle personnalité politique est présente aujourd'hui en tête de cortège là où vous êtes?
Eh bien écoutez, ce qui est assez étonnant pour tout vous dire, c'est que il y a Jean-Luc Mélenchon qui est présent, c'était prévu bien sûr avec Éric Coquerel, qui est l'un des fondateurs de cette marche. Et puis avec lui, eh bien il y a Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts et Sandrine Rousseau, candidate à la primaire pour Europe Écologie Les Verts. Pourquoi c'est étonnant? Parce que du côté d'Europe Écologie Les Verts, souvenez-vous, Yannick Jadot, un autre candidat pour la primaire, lui, il était à la manifestation des policiers et cette marche, elle est en réponse à cette manifestation des policiers. Donc Yannick Jadot, il n'est pas là aujourd'hui, il est à Berlin pour le congrès des Grünen, les Verts allemands. Mais bien évidemment, ses proches me disaient de toute façon, nous ne serions pas venus à la marche parisienne. Et Sandrine Rousseau est ici, donc vous voyez, on voit vraiment aujourd'hui, là, c'est la représentation absolue de la ligne de fracture qui déchire Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot d'un côté et Julien Bayou. Et puis il y a un autre absent ici à la manifestation de Paris concernant les forces de gauche, eh bien c'est Olivier Faure, aussi présent à la manifestation des policiers, qui lui, eh bien a plutôt préféré manifester plus discrètement à Avignon ce matin. Il était en PACA, le premier secrétaire du Parti Socialiste depuis vendredi. Ses proches nous disent que c'est là-bas qu'il faut se battre contre l'extrême droite, mais en réalité, lui non plus ne voulait pas s'afficher ici aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Alors pour l'instant, eh bien on n'a pas réussi à avoir un mot du chef des Insoumis. Il s'est mis en tête de cortège avec les députés La France Insoumise, avec donc Julien Bayou. On voit également Olivier Besancenot juste derrière lui. Alors pour tout vous dire, ce qu'on peut voir d'ici en tout cas, c'est que le monde reste assez modeste pour l'instant, et donc à voir si ce message politique porté par Jean-Luc Mélenchon aura une grande résonance. Merci Perrine. Avec Julien Taureau, on suit bien sûr avec vous l'avancée de cette manifestation, notamment les prises de parole qu'il pourrait y avoir de la part des responsables politiques. Mais Anne-Sora Dubois, si je résume un peu ce que vient de nous dire Perrine, c'est une manifestation qui se targue de réunir les divers partis de gauche. Il y a le patron des socialistes qui a piscine, il y en a un autre qui a piscine, c'est le patron l'écolo Yannick Jadot qui veut être candidat à la présidentielle, et puis le communiste Yann Brossa. Qu'est-ce qui se passe à gauche? Ce qui se passe à gauche, c'est que la gauche n'arrive pas à choisir à quel niveau du curseur elle place le fait que oui ou non, elle va plonger dans cette espèce de climat sécuritaire, dans cette doxa ultra-majoritaire, elle n'arrive pas à choisir. Donc vous avez un Olivier Faure qui va manifester aux côtés des policiers parce qu'il considère que, effectivement, aujourd'hui, leur tâche est difficile, et qui ne veut pas manifester aux côtés d'un Jean-Luc Mélenchon qui, lui, dit que pour les policiers, si le travail est trop dur, ils n'ont qu'à changer de travail. Voilà. Donc elle est là, la ligne de fracture, c'est qu'en réalité, la gauche se cherche au milieu de ce discours ultra-majoritaire, ultra-sécuritaire. Elle n'arrive pas à choisir. Et donc, effectivement, alors elle est plurielle, la gauche, elle l'a toujours été dans le pays. Le seul problème, c'est qu'on est à une semaine des élections régionales et à 1 an de l'élection présidentielle. On voit les primaires un peu dans tous les sens. Chacun des partis, il y a des candidats qui sont déjà déclarés. Et en réalité, ça veut dire que chacun d'entre eux a décidé quel allait être le message qu'il allait porter. Et si les autres ne sont pas d'accord, tant pis. Donc vous avez des candidats les uns derrière les autres qui sont en train de se déclarer ou pseudo-déclarer. On parle par exemple peut-être Yannick Jadot, Anne Hidalgo. Ce sont des candidats qui ne sont pas encore déclarés, mais dont on suppute qu'à un moment, ça va finir par se dire de façon beaucoup plus ouverte. Mais chacun d'entre eux a donc son propre discours politique, ne veut absolument pas s'amender pour essayer de faire une convergence avec d'autres forces de gauche. Et au milieu, vous avez aussi un certain nombre de forces de gauche qui se disent que de toute façon, contrairement à ceux qui sont présents dans cette marche aujourd'hui, malheureusement, on ne fera pas l'économie du discours sur la sécurité, sur le problème de l'insécurité en France. Et que finalement, aller manifester pour ça, bien sûr, il faut le faire, mais ce serait s'enfermer d'une certaine façon dans le fait de nier que oui, il y a un problème d'insécurité en France. Donc la gauche en est là, elle est morcelée, elle est éparpillée façon puzzle, et elle n'arrive pas effectivement à trouver de convergence commune. C'est aussi pour ça que dans les manifestations, elle est aussi divisée. Elle est divisée et au point de ne pas vouloir apparaître unie dans ce genre de manifestation, où pourtant il n'y a pas que la thématique de la sécurité, même si elle prévaut, on le sait, en tout cas aussi dans les revendications des Français, dans les aspirations des Français, mais il y a d'autres thématiques qui sont évoquées. En tout cas, il y a vocation à ce que des thématiques plus sociales également soient évoquées lors de cette marche, d'autres aspects et pas uniquement la sécurité. C'est l'objectif effectivement de ceux qui sont présents dans cette marche aujourd'hui. Eux, ils considèrent que parce qu'on ne parle
que de sécurité, on ne parle plus, ou on ne parle pas de la crise économique qui pourra suivre la crise sanitaire, qu'on ne parle pas des lois sociétales, qu'on ne parle pas de l'aide aux démunis, qu'on ne parle pas de notre coopération avec d'autres pays même, qu'on ne parle plus même de la crise sanitaire, du Grenelle de la... c'est pas le... Si, qu'on ne parle plus du Grenelle de l'hôpital, qu'on ne parle plus des soignants qui n'ont pas eu suffisamment de primes, qui n'ont pas gagné suffisamment à l'issue de cette crise, qu'on ne parle pas de ceux qui vont perdre leur travail à l'issue de cette crise. Voilà. Donc eux, ils considèrent que on lutte contre eux. C'est-à-dire que c'est un refus. C'est un refus des thèmes majoritaires. Les thèmes majoritaires, on parle de la lutte contre l'extrême droite, on parle de la sécurité et on parle aussi de la loi sécurité globale. Donc, au final, ils sont contre. Ils contribuent tout eux-mêmes ça à parler de ces sujets. Pourquoi ils ne parlent pas tout simplement de leur sujet? Enfin, c'est compliqué. C'est pour ça mais qu'elle la ne gauche s'appelle qui pas... se lamente sur la montée du RN, faites quelque chose. Ce sont des responsables politiques également. C'est pour ça précisément que la marche ne s'appelle pas marche contre l'extrême droite, même si c'est un des mots d'ordre, mais elle s'appelle bien marche des libertés. On a essayé, jusque dans l'appellation qu'on a donnée à cette marche aujourd'hui, de lui donner une coloration positive et pas de rejet de quelque chose précisément parce qu'il y a volonté de proposition. Il y a volonté de proposition. D'ailleurs, elles sont extrêmement nombreuses, les forces qui sont présentes aujourd'hui. Vous avez la CGT, la Ligue des droits de l'homme, le syndicat de la magistrature, des ONG pour le climat aussi. Donc pour eux, l'idée, c'est que le monde d'après, on va faire des propositions, on va la réinventer, mais c'est pas en commençant par parler de sécurité qu'on va la réinventer. C'est ça le mot d'ordre majoritaire de cette manifestation. Et évidemment, il y a un enjeu extrêmement fort pour eux, à ce qu'il y ait du monde aujourd'hui dans cette manifestation, parce que si jamais elle devait réunir trop peu de monde, ça serait effectivement un signal terrible pour cette gauche qui se cherche. Est-ce que ce mot d'ordre a été entendu par les manifestations, les manifestants présents aujourd'hui? On prend la direction de la place de Clichy à Paris. Antoine Lard, vous êtes au point de départ de cette marche qui va s'élancer d'ici une dizaine de minutes, où on aperçoit derrière vous notamment en tête de cortège des politiques, Jean-Luc Mélenchon en tête. Beaucoup de monde, mais surtout beaucoup de revendications et de causes aujourd'hui dans cette manifestation. Oui, alors beaucoup de monde, on verra, parce que pour l'instant, c'est assez clairsemé, ce qui ne veut pas dire que ça va pas se remplir dans les prochaines minutes. Généralement, les manifestants arrivent souvent à la dernière minute pour participer au cortège, mais pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de monde ici sur cette place de Clichy. Et ce qui est assez frappant, effectivement, c'est que on a le sentiment que chacun va un peu manifester dans son coin aujourd'hui. Il y a beaucoup d'organisations ou de partis politiques qui ont appelé à manifester, et chacun, fait un petit peu son groupe dans son coin, sans vraiment se mélanger aux autres. Il y a d'un côté Attaque, qu'on a vu assez nombreux avec ses militants. À côté d'eux, il y a l'association Touche pas à mon pote, des partis politiques qui sont aussi séparés des autres. Bref, c'est une agrégation ici d'organisations et de partis politiques de gauche qui essayent tant bien que mal de faire cause commune, mais on a le sentiment que ça ne se mélangera pas vraiment les uns aux autres aujourd'hui. L'important pour eux, c'est d'essayer de montrer qu'il y a une forme de convergence face aux idées d'extrême droite qui, disent-ils, sont trop présentes dans la société française, qui infusent et qui dictent un petit peu l'agenda. Ce que redoutent aussi ici tous ces militants, c'est ce duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron dans un an à la présidentielle, et l'incapacité pour l'instant de la gauche de proposer une alternative crédible. Merci Antoine, avec Juliane Roland. Alors est-ce que ça va prendre ce mouvement contre les idées du RN? La gauche l'espère, elle manifeste aujourd'hui contre ces idées d'extrême droite. On suit tout ça dans un instant, à tout de suite. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Regardez votre chronique avec Identité numérique La Poste. La clé qui sécurise et simplifie vos démarches en ligne. Quand il fait vraiment chaud, manomano.fr vous propose des piscines pour ceux qui n'ont pas envie de creuser, ainsi que des générateurs d'ombre. Entre pros, on appelle ça des parasols. Mano. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. 1307 articles sur les véhicules électriques. 25 minutes à comparer leur autonomie et un train manqué. 110 503 discussions sur les technologies électriques. Quand tout à coup... une étincelle.
Passez à l'électrique avec Peugeot avant la baisse du bonus écologique et profitez d'aide à la reprise jusqu'à 4 000 € sur la i208. Portes ouvertes ce week-end. Voilà la piscine où les records de plongeon seront battus. Et la cuisine où le nouveau petit ami intégrera vraiment la famille. Voici les maisons de vacances Abritel, qui n'attendent plus que vous et votre famille. Pour une eau filtrée plus pure, optez pour la carafe filtrante Brita. La technologie Brita réduit chlore, plomb et tartre pour vous offrir un goût agréable et préserver vos appareils ménagers. La carafe filtrante Brita et sa cartouche incluse, 12,99 €. Dès lundi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et aussi vos vacances en France avec Lidl-voyage.fr. Le monde change, évolue. Jeep aussi. Nous devons nous adapter, dès aujourd'hui, en pensant à demain. Mais sans renoncer à nos désirs d'évasion, à nous émerveiller. Sans limite ni contrainte, mais pas sans conscience. À l'heure où Jeep devient hybride, vous êtes plus libre que jamais. Gamme Jeep 4xe hybride rechargeable à partir de 280 € par mois. À découvrir pendant les 4xe Days, portes ouvertes ce week-end. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente final sans vous déplacer. Prenez ensuite un rendez-vous de reprise et vendez votre voiture au prix annoncé. Je recommande pour une vente simple et sans souci. Rendez-vous maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Vous avez pas vu mes écouteurs? Demande à Julien. Quand t'arrives. Demande à Baba. 6, 7 et 8. Peut-être dans la salle de bain. De la musique et des podcasts pour toute la famille. Deezer Famille. Renault Zoé E-Tech, le véhicule électrique le plus vendu en Europe. Profitez des derniers jours du bonus écologique jusqu'à 7 000 €, de l'aide à la reprise Renault sur les véhicules électriques et hybrides jusqu'à 5 000 € et de la prime à la conversion jusqu'à 2 500 €. Ah, dans la vie, c'est jamais facile de choisir. Au moins avec Red, c'est facile de faire le bon choix. Un forfait mobile 60 Go, 8 € par mois au lieu de 15 €, sans engagement. Red by SFR, c'est vert, c'est clair. 20%. C'est le nombre de jeunes victimes de cyberharcèlement. 20% qui le vivent souvent comme un traumatisme. 20% pour qui la caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile. En intégrant une assistance psychologique dans ses assurances scolaires et santé. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Conduire devrait toujours faire cet effet-là. Nissan Juke, le crossover coupé équipé des technologies Nissan Connect. Découvrez les séries limitées Micra et Juke Enigma chez votre concessionnaire Nissan. Rendez-vous pendant les portes ouvertes du 11 au 13 juin. Conto, c'est le compte qui change la vie des pros. Terminez les lourdeurs administratives. Fini les difficultés à joindre son conseiller. Adieu la corvée des notes de frais. Avec Conto, ouvrez votre compte pro en ligne en 10 minutes. Profitez d'un service client ultra réactif 7 jours sur 7 et gérez vos notes de frais en temps réel. Conto, le compte au service des pros. Êtes-vous prêt? Prêt à faire l'expérience Opel Corsa et découvrir l'excellence allemande? Précision et plaisir de conduite. Innovation au service de votre sécurité. Technologie embarquée, design affirmé et bien entendu, qualité de finition allemande. Maintenant, vous êtes prêts. En ce moment, pendant les Opel German Days, l'excellence allemande est à partir de 12 800 €. Ça, c'est Opel.
Bientôt 14h sur BFM TV. Priorité au direct, on suit cette manifestation contre les idées d'extrême droite et Jean-Luc Mélenchon qui s'exprime. Eh bien, ne votez ni pour l'un ni pour l'autre. Et comment vous pouvez inciter les gens à ne pas voter pour eux et à aller vers la gauche? En leur proposant un programme qui corresponde à ce qu'ils voudraient voir dans leur vie. Je pense que c'est plus une affaire de conviction sur un programme que d'addition de logos. Parce que ça ne convaincra personne. Ce qui convaincra tout le monde, c'est est-ce qu'on est capable de faire avancer telle ou telle idée qui compte. Là, par exemple, la question de la retraite va venir. Bon, vous êtes un homme jeune, cette question peut vous paraître un peu lointaine, mais pour quelqu'un qui a déjà des années de travail et de travail usant dans les bottes, que ce soit usant psychologiquement ou physiquement, c'est un sujet essentiel, parce que les gens se disent, alors on peut le porter, nous, ça. Mais encore faut-il qu'on soit tous d'accord. C'est pas moi qui ai allongé les années de cotisation à la retraite. C'est pas moi qui ai porté la retraite à 62 ans. Hein. Donc, vous voyez, ça... Il faut aussi une gauche unie. Est-ce que vous regrettez, par exemple, cet après-midi que Fabien Roussel ne soit pas là? Non, je vais pas rajouter de... Non, moi je veux pas faire d'histoire. La gauche unie, tant mieux si elle l'est, et puis sinon, il faut faire sans. Et c'est ce qu'on a appris à faire. Monsieur Mélenchon, ce que vous propose sur jugé complotiste, sur les attentats, sur Orange, est-ce que tout ça, ça va fissurer un peu cette union désirée de la gauche? Non, je ne crois pas. Je crois que c'était déjà fait avant. Quant à moi, je n'ai jamais tenu aucun propos complotiste, alors j'ai du mal à me sentir concerné par vos délires quotidiens. Laissez entendre que les attentats ont lieu à des moments précis parce qu'ils seraient instrumentalisés politiquement, on peut considérer ça comme complotiste? Ah, on peut. C'est-à-dire quand on est stupide et malveillant, on peut. Et même, j'ai envie de dire, on doit. Parce que c'est une manière de nuire. Voilà, bon, si vous voulez, c'est pas le sujet aujourd'hui, et les gens comme vous... Oui, d'accord. Non, je ne vous répondrai pas. Vous avez qu'à écouter LCI dimanche, je serai sans doute interrogé. Bonjour, monsieur. Et bien alors, pour finir... Bonjour, monsieur. J'arrive. Ça va? Tu nous manquais. Oui, toi aussi. Ça va? Bonjour. Un mot sur Jean-Luc Mélenchon? Alors, bien sûr. Vous êtes sur combien de temps? Mais d'abord, je voudrais saluer le travail qui a été fait par deux personnes, c'est Éric Coquerel et Thomas Porte, qui ont bâti ce rassemblement de près de 100 organisations. Il y a quand même plusieurs dizaines de manifestations en France. C'est le point de départ, j'espère, d'une mobilisation. Alors, que ce soit clair, pas seulement contre les organisations d'extrême droite, mais contre les idées d'extrême droite. Parce qu'hélas, depuis maintenant quelques temps, ces idées d'extrême droite ne sont plus le monopole des partis d'extrême droite et qu'elles se sont largement diffusées dans la classe politique. C'est pour nous une manière de dire voilà, que maintenant il est l'heure de résister de façon militante, mobilisée, homogène, unitaire. Et c'est pour ça que c'était important d'être ici. Vous êtes sans organisation et c'est très clairsemé pour l'instant. Mais ça commence à 14h, non, la manifestation? On y est presque. Je veux dire, s'il n'y a pas beaucoup de monde, est-ce que c'est inquiétant? Non, mais alors, écoutez, moi je suis papa. J'ai pas dit à mes petites filles de venir aujourd'hui. Non mais les grandes manifestations populaires, elles se font à des moments où aussi on craint pas qu'il y ait des violences. Et aujourd'hui, on vit dans un climat de violence politique qui n'est pas le fait de la gauche, n'est pas le fait des écologistes, mais le fait d'abord de l'extrême droite, des médias qui aujourd'hui hystérisent le débat politique. Donc moi, je comprends pour commencer qu'il y ait des gens qui hésitent à venir. Première chose. La deuxième chose, c'est que indiscutablement, au moment où on se parle, il y a effectivement une forme de force sur le plan culturel et des idées de la droite et de l'extrême droite qui nous place dans une situation de reconquête, ce qui doit nous amener à nous pencher sur la crise de l'égalité, qui est largement à l'origine de la crise de la démocratie, qui doit nous amener à nous repencher sur le projet éducatif qui doit être celui de toute la gauche. Et on a besoin sans doute de retravailler pour redevenir hégémonique culturellement et qu'à nouveau un jour la majorité sociale, c'est-à-dire celle qu'on aspire à représenter, les classes populaires, les classes moyennes, ceux qui vivent de leur travail, et bien que cette majorité sociale redevienne une majorité politique. Personne n'est dupe du fait que on est au point de départ. On s'attendait pas à des millions de personnes tout de suite.
Oui, mais il y aura. Il y a 140. Non mais attendez. Il y a 144 initiatives. Pourquoi aujourd'hui la gauche ne défile pas ensemble? On a l'impression que c'est chacun dans son coin un peu. Chacun choisit sa ville. Ça aurait fait une belle photo. Cette gauche unie, vous rêvez. Vous avez un peu offert vous avez offert l'espoir pour des électeurs de gauche avec cette photo que vous avez tenté de faire la dernière fois. On a l'impression que ça a déjà explosé, ça n'existe plus. Non mais bon, est-ce qu'on peut se dire une seconde que aujourd'hui là il y a d'abord un rassemblement et tout le monde a appelé à ce rassemblement dans la lutte contre les idées d'extrême droite. La photo, je veux bien, vous êtes dans ce monde-là, ce qui est celui de l'image. Là, en l'occurrence, vous avez organisé. Ouais, mais il y a 100 organisations, ça n'était pas arrivé depuis. Mais moi, ça fait très très longtemps que j'ai pas vu ça. Vous êtes avec Éric Coquerel qui la dernière fois. Ouais, et Thomas Porte, ils sont tous les deux. Refroidi par cette union de la gauche. Non. Excusez-moi, mais c'est pas le thème. C'est aujourd'hui le thème, c'est le fait qu'il y a 120 organisations, quasiment tous les syndicats, des associations comme France Nature Environnement, la FCPE, Attaque, des organisations politiques, des médias qui sont là. C'est une union populaire, voilà, dans l'action. Contre pour les libertés et contre les idées extrêmes. C'est ça. L'union de la gauche ou pas? Non, je vous dis, je viens de vous répondre. J'ai compris que vous allez me poser 10 fois la question et que c'est ce que vous garderez à la fin. Je vous dis que la question, c'est très bien que tous les partis de gauche soient ici aujourd'hui, c'est parfait, ça aide, mais c'est pas ça l'objectif de ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous sommes en train de faire et que nous commençons, c'est le fait qu'il y ait une union populaire originale, inédite, et qui, vous verrez, à la fin de journée aura du succès. On a un an d'après-présidentiel. Écoutez, je vous ai répondu. On ne peut pas penser aux échéances. C'est pas ça l'objectif. Qui est au port du pouvoir. Mais justement, la meilleure manière de préparer les échéances, c'est le fait aussi qu'il y ait une réaction de tout le monde, le camp de la liberté, le camp du combat contre l'extrême droite, et qu'on ait aussi bien la CGT, Solidaire, l'UNEF. Voilà, et très, très franchement, si vous passez à côté de ça, c'est-à-dire si vous ne regardez que la photo de famille des leaders de gauche, très bien qu'ils soient là, mais c'est pas ça l'objectif. J'ai une autre question, alors justement. Il y a 19 ans, les Français, une partie des Français défilaient contre Jean-Marie Le Pen entre les deux tours. On a l'impression que ça n'a pas changé, même que ça s'est empiré. Les électeurs sont de plus en plus nombreux du Front National, de l'extrême droite. À quoi ça sert ces manifestations? Justement, peut-être à faire en sorte qu'il n'y ait plus un glissement à l'extrême droite du paysage politique. Que ce soit la droite, que ce soit le gouvernement avec des lois liberticides. C'est ça qu'on est en train de dire. Vous savez, on est en Coupe d'Europe de foot. Voilà, on a pris des buts, il est temps d'en marquer. C'est ça le début aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci les journalistes, vous pouvez partir sur la gauche. Voilà pour ces prises de parole en tout début de manifestation. L'une des 144 manifestations du jour, Marche des Libertés, consacrée à la lutte contre les idées d'extrême droite. Ici, nous sommes place de Clichy à Paris, où nous avons entendu Éric Coquerel, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, des personnalités politiques de gauche réunies. Alors, vraiment pas toutes, elles sont vraiment très peu aujourd'hui, réunies avec plusieurs collectifs associatifs, des organisations syndicales pour exprimer leurs revendications ce samedi. Alors pour l'instant, il y aurait environ 800 personnes mobilisées dans cette manifestation qui en attendait plusieurs milliers. C'est pas encore la foule des grands jours. Anne-Sora Dubois du service politique BFM TV, on l'a vu, cette manifestation, elle est entre autres à l'initiative de la gauche politique et on voit qu'ici ils sont en ordre plus que dispersés. Oui, d'ailleurs, c'est assez intéressant quand on écoute les prises de parole qu'on vient d'entendre à l'instant. Ils sont d'accord sur le constat. Il faut lutter contre les idées du Rassemblement national. Il faut réinventer un nouveau modèle de société post-Covid. Il faut davantage porter dans le débat médiatique et public les idées sociales, lutter contre des lois qu'on juge liberticides, comme le disait Éric Coquerel à l'instant. En somme, ça, c'est le constat de départ. Mais après, en ce qui concerne les solutions, on rentre dans un flou qui est beaucoup plus... qui est vraiment surprenant, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon dit la gauche unie, tant mieux si elle l'est, mais si à la fin elle ne l'est pas, eh bien tant pis, on fera 100, et il dit alors, même Anne, on a juste commenter l'image qu'on découvre en direct. Jean-Luc Mélenchon qui était en train donc de s'exprimer devant les caméras, on l'a entendu, il vient de se faire enfariner, comme ça arrive parfois à des responsables politiques. Jean-Luc Mélenchon qui a donc été un peu écarté. On avait refait d'ailleurs la liste des personnages politiques. Voilà. Tout blanc, juste après la couleur de cheveux naturelle, en tout cas c'est de la farine là, qui vient de tomber. Et ça aussi c'est le symptôme tout à fait au-delà de l'élément individuel qui a pu avoir envie d'enfariner Jean-Luc Mélenchon. C'est le symptôme aussi du fait que il n'y a pas de leader aujourd'hui incontestable à gauche et que précisément Jean-Luc Mélenchon, il a tenu des propos la semaine dernière qui ont choqué une partie de la gauche, notamment ses propos tenus sur les événements qui
arrive parfois avant les élections présidentielles et dont la façon dont c'était formulé laissait sous-entendre que peut-être il y avait une volonté, qu'en tout cas c'était un peu le hashtag comme par hasard, quoi. Il s'en est défendu, il a redit d'ailleurs il y a quelques secondes que ses propos n'étaient pas complotistes, mais ça prouve effectivement que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un leader incontestable à gauche comme les autres effectivement, et qui a... Ce qui rajoute dans cette perception qui était déjà réelle d'une désunion. Là on ne peut absolument pas parler d'union de la gauche dans cette manifestation qui n'a même pas démarré, le défilé ne s'est pas élancé et déjà Jean-Luc Mélenchon est enfariné par probablement des gens... c'est des gens qui sont dans la manifestation, il y a aucun doute. Donc c'est des gens qui de toute façon valident les mots d'ordre de la manifestation. On va peut-être écouter Jean-Luc Mélenchon qui réagit. Est-ce que vous attendez Évidemment. Les sourcils. Oui, mais le blanc, ça me va. Oui. Pardon ? Vaut mieux la farine ou la gifle? Ouais, surtout que ça s'arrête, ça serait pas mal, quoi. Bon, c'est la violence, je vous l'ai dit il y a un instant. Bon, je sais pas qui est la personne qui... mais elle a réussi son coup, parce que comme vous êtes tous là, le spectacle est assuré. Bon, ça va, je n'ai pris que de la farine, je suis vivant, tout va bien, et puis les pauvres gens qui m'entourent n'auront pas peur. Vous avez peur que ce soit un an comme ça, la campagne, les 10 prochains mois? Mais je ne dis rien, parce que je risque d'être traité de complotiste si je dis que... Ouais, il y a une grande tension, hein. Alors là, je ne sais pas quel était le motif de me jeter de la farine dessus. Mais pas que moi, j'ai vu que tout le monde... Vous êtes sûr que c'était pour moi? Non, c'est pas fait dessus, on a tous pris. Et c'est sûr qu'on aura un mot de solidarité d'Emmanuel Macron. Ah non, il y a Zemmour qui va taper. Bien sûr que si. Qu'est-ce que vous répondez? Je vous ai dit, c'est vraiment un seuil qui a été franchi. Et maintenant, je ne sais pas si vous ne me voyez pas plus ému que ça. C'est peut-être parce que ça aurait pu être pire. Quel seuil a été franchi avec la vidéo ou avec la gifle? Pardon? Quel seuil a été franchi avec la vidéo? Mais tout ça va ensemble. Parce que la vidéo, vous n'aviez pas fait attention, mais elle met en cause notre vote pour la PMA. Et c'est la raison pour laquelle, à peine avais-je fini la conférence de presse, j'ai couru à l'Assemblée m'inscrire et je suis intervenu pour défendre la PMA. Parce que c'est fait pour intimider, pour faire reculer. Donc, même si c'est pénible, il ne faut pas reculer. Et c'est ce que j'ai voulu montrer à cette occasion. Mais l'enchaînement, au fond, a bien souligné l'extrême tension de la situation. Et moi, j'ai dit tout de suite que dans cette affaire, j'aurais des raisons, moi, d'en vouloir à M. Macron pour plein de raisons. Mais je ne peux pas être d'accord avec le fait qu'il soit traité comme ça. Je ne peux pas être d'accord. Voilà, les paires de gifles, on se les donne dans les urnes avec des bulletins de vote. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous participez à cette tension dans le débat? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'ils sont à l'image de leurs prédécesseurs dans l'histoire. Si un jour j'ai un mauvais sort, ils en seront responsables. Parce que en quoi est-ce que vous m'avez vu une seule fois de ma vie faire autre chose que des mots? Est-ce que vous m'avez vu frapper quelqu'un? Est-ce que vous m'avez vu que ça n'a pas de sens? Me mettre en cause, ça fait partie de cette lâcheté qu'on observe souvent dans les moments tendus, de gens qui, pour se rendre intéressants, renvoient dos à dos bourreaux et victimes. Alors tant que je ne suis pas mort, eh bien on dira ce qu'on veut. Et si je recevais un mauvais coup, moi ou un des miens, je suis sûr que les mêmes lâches diraient que nous l'avons bien cherché. On connaît ça. Ça a été dit dans d'autres circonstances. Il ne faut pas y accorder, il ne faut pas y donner une place plus grande que celle que ça mérite. Je veux dire, du moins, pour nous, la bonne réaction est de faire preuve de solidarité humaine les uns avec les autres, et puis de sang-froid. Voilà. Alors je dis à ceux qui ont des projets à mon sujet qu'ils ne me font pas peur et ils ne m'empêcheront pas de faire aussi longtemps que je peux ce que j'ai à faire. L'enfarinage a toujours participé au débat politique, bon, même s'il y a un peu de tâches, mais l'enfarinage il existe dans le débat politique français. Est-ce que ça veut dire quelque chose du climat aujourd'hui? Certainement, nous aussi on doit avoir des responsabilités, mais la croissance de l'extrême droite, qu'est-ce que vous voulez que ça donne d'autre que ça? Ce n'est pas un point de vue comme les autres que celui de l'extrême droite.
C'est une vision de la société basée sur des rapports de force entre ce qu'ils appellent les races, les religions. C'est ça leur vision du monde. Alors vous et moi, on n'a aucune idée de ça, on ne voit pas la vie comme ça. Donc on a souvent tendance à les interpréter et à les analyser d'après nos propres critères. Et d'une certaine manière, nous sommes presque trop bienveillants. Ouais, celui qui a frappé le président de la République, il savait qu'il faisait quelque chose de grave, il ne peut pas croire le contraire. Mais en même temps, il a donné un signal à d'autres. Vous avez compris la peine d'ailleurs? Pardon? Vous avez compris la peine avec mandat de dépôt, 4 mois ferme? Ça vous semble... Oui, je pense qu'il y en a d'autres qui devraient aussi aller au trou. Ceux qui nous ont menacés de mort, il y a 4000 insoumis qui ont porté plainte. Avez-vous fait attention au fait qu'ils menacent les insoumis en général? Et comme électeurs, c'est quand même grave. Dire si les mots ont un sens. Hein? Moi, les miens, on les découpe en morceaux, donc là, on pourrait regarder. Donc il y a des dizaines de gens qui se sentent menacés. Mais tous mes camarades, Éric Coquerel a déjà été une fois agressé. Tout le monde se sent menacé, donc c'est le moment de savoir bien réagir. Hein? Voilà, merci. Merci, les journalistes, vous pouvez partir sur la gauche. Voilà pour les propos de Jean-Luc Mélenchon après la gifle il y a quelques jours à peine d'Emmanuel Macron. C'est donc le leader de la France insoumise qui se fait enfariner ici lors de cette manifestation qui doit s'élancer place de Clichy en direction de la place de la République à Paris pour revendiquer des libertés et pour dénoncer les idées de l'extrême droite. Et on entend ici Jean-Luc Mélenchon après cet enfarinage, Anne-Sora Dubois, mettre en avant un climat de violence qui est de plus en plus prégnant, notamment à l'égard des figures politiques du pays et à gauche en l'occurrence. Jean-Luc Mélenchon qui ne se dit pas intimidé, mais qui n'a pas l'air d'être surpris par l'acte. Mais il est d'autant moins surpris, Jean-Luc Mélenchon, que sans aller jusqu'à l'enfarinage ou la gifle, bien sûr, encore moins, il a théorisé lui-même l'idée du dégagisme et donc d'une certaine irrévérence, en tout cas du fait de descendre brutalement de leur piédestal la quasi-totalité de la classe politique française. Le dégagisme, ça a été un des grands ressorts de sa campagne en 2017 et c'est aujourd'hui encore une thématique qu'il continue à porter. Donc il est un peu pris à son propre piège, là, en réalité. Alors il constate une violence qui est réelle, mais qu'on a vu aussi dans certaines manifestations qu'il a soutenues, lorsqu'il y a des manifestants qui prennent des poupées à l'effigie du président, qui les brûlent ou qui les balancent dans la rue. Voilà, c'est quand même... En réalité, ce qui s'est passé après la gifle qu'a reçu le président de la République était tout à fait significatif, c'est que les politiques français, tous, ont participé à cette violence qui monte dans la société, aussi dans la façon dont ils s'adressent les uns aux autres. Il y a peut-être aussi une autocritique médiatique à faire, mais aujourd'hui ils en sont malheureusement tous victimes, parce que Jean-Luc Mélenchon, il peut dire que lorsqu'il est agressé, il peut dire qu'il a des ennemis à l'extérieur, mais là c'est une manifestation, il a été enfariné par quelqu'un de l'intérieur, donc c'est quelqu'un qui a priori qui a pu infiltrer, bien sûr, c'est quelqu'un absolument qui a pu infiltrer cette manifestation pour l'enfariner. Mais ce qui est sûr, c'est que même à gauche aujourd'hui, il n'est pas le leader absolu qui symbolise l'union de tous derrière lui. C'est pas un leader incontesté, Jean-Luc Mélenchon. Il est un peu cornérisé en ce moment parce qu'il a tenu une série de propos qui font que certains autres responsables de gauche se sont désolidarisés de lui. Donc il a aussi cette image-là à reconquérir. Tandis que on redécouvre justement cette image, c'était il y a quelques minutes, vous l'avez découvert en direct sur BFM TV, ça se passait au moment où Jean-Luc Mélenchon s'exprimait, il a donc été enfariné. Hier soir, c'est un autre responsable politique, François de Rugy, qui est tête de liste dans les Pays de la Loire, qui a été lui aussi enfariné par un individu alors qu'il se trouvait en terrasse en fin de journée. On va peut-être voir la réaction de François de Rugy qui remercie les policiers qui ont interpellé l'enfarineuse qui s'en était prise à lui alors qu'il était en centre-ville de Nantes en terrasse avec des militants après une action de campagne. Il a déposé plainte. On a vu quand même Jean-Luc Mélenchon dans sa première réaction assez ému. Faudrait que ça cesse, ça a été ses premiers mots et maintenant ça aurait pu être autre chose. Et en même temps, ce qu'il dit aussi, c'est qu'avec la croissance de l'extrême droite, ça ne peut mener qu'à ça. C'était aussi le sens de cette manifestation. Il relie cet enfarinage à la lutte contre l'extrême droite aussi.
Oui, sûrement, parce que faut savoir que Jean-Luc Mélenchon, quand même, un de ses combats fondamentaux, et on l'a vu en 2017, c'était quand même la lutte contre l'extrême droite. Ce qui est intéressant dans cette manif-là, quand même, c'est qu'il y a une certaine confusion. On parle d'idées d'extrême droite, on parle de loi liberticide qui a été initiée par le gouvernement. On parle très peu finalement du RN, parce que vous écrivez manif contre le RN, mais c'est des manifs contre les idées d'extrême droite qui viennent un peu de partout et qui, selon la gauche, a envahi un peu l'espace politico-médiatique. La vraie complexité de cette manif-là, c'est est-ce qu'on manifeste contre des électeurs ou est-ce qu'on va manifester contre des idées? Voilà. Donc, est-ce que c'est l'extrême droite qui mène à la violence? Il y a une violence au sein de l'extrême droite, ça c'est sûr, d'une partie de l'extrême droite. Après, comme vous le disiez très justement, le monde aujourd'hui est assez violent. Ce qui explique Jean-Luc Mélenchon, c'est que ce sont ces idées d'extrême droite qui mènent à ces actions. Alors, la gifle, l'enfarinage, puisqu'il a aussi fait le lien avec ce qui s'était passé il y a une semaine, avec cette vidéo de ce youtubeur assez contesté, qui s'en était pris à lui. Voilà, il dit tout le monde aujourd'hui se sent menacé, Anne. Oui, il dit tout le monde se sent menacé, mais c'est aussi parce qu'il est... il n'est pas exclu de ce mouvement de défiance collective, de cette crise démocratique qui a saisi le pays depuis plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, sauf qu'il y a nombre de politiques qui ne l'avaient pas vu venir, cette crise démocratique, mais enfin en tout cas qui ne l'ont pas assez vu venir. Ils ont cru que l'abstentionnisme était une forme de non-intérêt, mais c'était pas du désintérêt, c'était du rejet envers la totalité de la classe politique, en tout cas une grande majorité. Et aujourd'hui, il en est victime comme les autres, Jean-Luc Mélenchon. Donc il comprend bien, encore une fois, c'est pour ça que cette espèce d'union sacrée pour condamner la gifle qu'avait subi le président à la fin de la semaine dernière était particulièrement intéressante, parce qu'il n'y avait plus de différence de politique, il n'y avait plus de différence de statut, jeune entrant dans la politique, député, président de parti confirmé, c'était un tollé général pour condamner cette gifle. Mais c'est aussi parce que ces politiques savent bien aujourd'hui qu'en fait, en réalité, et c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon, et c'est dramatique, c'est que le respect républicain dû à l'élu est de plus en plus rare en France. On a des élus qui sont agressés, on l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes, des députés qui ont été agressés, on l'a vu ces dernières semaines, et d'ailleurs quels que soient les partis, Jordan Bardella a parlé ce matin de 2 élus, je crois, ou 2 militants qui ont été agressés avant-hier ou hier dans le Nord. C'est-à-dire il n'y a aucun parti aujourd'hui qui est épargné par cette violence. C'est une forme de violence qu'on a vu aussi, encore une fois, pendant la crise des Gilets jaunes, dans son ressort, pas dans sa façon de s'exprimer, mais dans son ressort. L'idée, c'est de dire à tous les hommes politiques, on ne vous reconnaît pas, on ne vous estime pas légitime, on veut même pas d'aboutissement politique à notre colère, c'est de la colère pure. Et ils savent bien, tous aujourd'hui, ces politiques, qui peuvent tous en être victimes, parce qu'ils sont tous visés. Il n'y en a aucun qui est exclu, qui est épargné de cette colère, et en tout cas au moins de ce désamour démocratique. La classe politique entière visée par la crise probablement sociale que traversent les Français aujourd'hui. Paul Le Bachère, en dehors de cet incident de début de parcours, cet enfarinage, on rappelle les fondamentaux de ce rassemblement aujourd'hui, en tout cas celui qu'on suit à Paris pour le moment. Il y a cette idée de lutte contre les idées de l'extrême droite. Vous le rappeliez tout à l'heure. De quoi parle-t-on précisément ? J'ai l'impression qu'il y a une assez grande confusion. Qu'est-ce qu'une idée d'extrême droite ? Comment on la définit ? Comment elle s'exprime ? D'où elle vient ? Est-ce que c'est une loi qu'on juge liberticide? Est-ce que ce sont des propos tenus à la télévision? Est-ce que ce sont des élus du Rassemblement national qu'on invite à la télévision? Est-ce que c'est une progression du vote? Dans ce cas-là, comment on lutte aussi contre cette progression du vote? En réalité, cette manifestation-là, c'est une réaction à un phénomène qui semble irrémédiable et irréversible, c'est-à-dire la montée en puissance du Rassemblement national et, in fine, en 2022, le fait que Marine Le Pen soit forcément donnée au second tour et potentiellement qu'il y ait un chemin pour la victoire. Donc c'est une réaction de la gauche. C'est une réaction de la gauche qui est assez intéressante parce que on parle de désunion de la gauche. On estime que Mélenchon, il est celui qui empêche l'union aujourd'hui. D'autres estiment que du côté de chez Mélenchon, que c'est du côté du PS, qui était anciennement parti de gauche, le parti de gauche dominant, qui empêche cette union-là. Donc il y a, alors qu'ils sont d'accord sur beaucoup de choses en réalité, quand même, sur le plan social et sociétal et écologique. Ils sont d'accord sur beaucoup de choses. Désunion de la gauche dans cette manifestation contre le RN qui vient de débuter avec cet enfarinage de Jean-Luc Mélenchon. Si un jour j'ai un mauvais sort, ils en seront responsables. Voilà la réaction du leader des Insoumis. Restez avec nous, on suit cette manifestation dans un instant en direct sur BFM TV.
Elle rigole. Comment ? C'était votre programme avec les montres connectées Festina Chronobike. L'actualité sport avec les matchs de l'Euro 2020. Les matchs du jour à suivre, évidemment, vous le savez. Pays de Galles, Suisse, ce sera à 15h dans le groupe A. Pour le groupe B, le Danemark affronte la Finlande à 18h. Et enfin, toujours dans le groupe B, la Belgique face à la Russie. C'est à 21h ce samedi. Allez, Lucas, ouvre-moi, s'il te plaît. Non, arrête d'insister. Allez, laisse-moi entrer, juste 2 minutes. On en a déjà parlé, arrête. Ça sert à rien. On n'aurait pas dû prendre cette décision. On peut juste en discuter. Tu me manques trop. Non, c'est mieux comme ça pour tous les deux. Vas-y, maintenant pars, s'il te plaît. Ok, c'est bon, laisse tomber. Waouh, t'as pas craqué. Bravo, mon bébé, je suis trop fière de toi. Plus que 2 jours. Je t'aime. Cas contact ou positif, l'important, c'est de s'isoler vraiment. S'isoler, le geste qui peut tous nous protéger. Besoin d'aide pendant l'isolement ? Appelez le 0800 130 000. Carte Noire Bio, une sélection des meilleurs grains Arabica biologiques pour un café aromatique et plus généreux pour la planète. 1% du chiffre d'affaires de la gamme bio Carte Noire est reversé à des associations environnementales. Carte Noire, intensément vivant. Moi, mon truc, c'est la couleur. Toutes les couleurs. Par contre, l'électricité, je la veux verte. Et surtout locale. Ça peut se faire ? C'est prévu. Avec l'option Elec Vert Plus dans votre contrat, Engie vous fournit de l'électricité 100% verte et certifiée produite en France. Appelez le 3101. J'agis avec Engie. Père. Fils. Ça, c'est drôle. Arrête. Courageux. Meilleur amant. Meilleur ami. En un mot, c'est toi. Hybride par nature. Nouveau Renault Arcana. Découvrez nouveau Renault Arcana à partir de 239 € par mois pendant les journées portes ouvertes du 10 au 14 juin. Tu m'as fait peur. Bah alors c'est quoi ce travail? Je prépare une bonne tarte avec une pâte Marie. La pâte de mamie est croustille. Oui, comme Marie. Et elle l'a fait avec du beurre. Ah, pas comme Marie. Parce que Marie, elle met du beurre pâtissier. Ah bon? Goûtez. Maman, tu as la reine des tartes. Comme Marie. Marie, c'est déjà fait et très bien fait. Et toutes nos pâtes à tarte et toutes nos quiches sont 0% huile de palme. Pour que ma vision devienne réalité, je dois en voir chaque détail avec précision. Mes verres progressifs Varilux m'offrent une vision ultra nette de près comme de loin, avec une transition fluide. Voir sans limite, c'est vivre sans limite. Varilux, un verre Essilor, dispositif médical. Profitez d'une deuxième paire Varilux de qualité chez votre opticien engagé, partenaire Essilor. Savez-vous que Comme J'aime, c'est aussi Comme J'aime Express? Votre programme minceur pour perdre rapidement du poids avant l'été. En commençant maintenant Comme J'aime Express, dans 2 mois, vous aurez perdu jusqu'à 8 kilos. Et oui, jusqu'à 8 kilos en moins avant l'été. C'est ce que vous propose le programme Comme J'aime Express. Alors n'attendez plus pour perdre vos kilos superflus avant l'été. La solution, c'est Comme J'aime Express. Rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. Au moment de réserver votre voyage, vous vous dites peut-être « Ne peut rien arriver de plus que ce qu'on a déjà vécu, là, non ?» Ok, ça n'arrivera probablement jamais. Mais si vos plans devaient changer, pas de problème. Grâce aux options de réservation flexibles sur hôtel.com. Hôtel.com, juste au cas où. Qu'est-ce qui rend le robot aspirateur de Roventa imbattable? Son parcours en temps réel sur votre smartphone? Sa technologie 4 en 1? Pas seulement. C'est surtout le plus fin de sa catégorie. Seulement 6 cm de hauteur, avec toute la performance Roventa. Nouveau robot aspirateur Explorer de Roventa.
Depuis plus de 85 ans, et aujourd'hui encore, GMF continue de soutenir tous ceux qui s'engagent au service des autres. Voilà pourquoi nous avons décidé de ne pas augmenter nos tarifs auto en 2021. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Chez Emma Matelas, nous savons que personne ne dort de la même façon. Trouver un matelas qui convient à tous peut se révéler impossible. Jusqu'à aujourd'hui. Emma, le matelas pour tous. Testez-le pendant 100 nuits sans risque. Livré chez vous gratuitement. Dormez mieux, dormez heureux. SFR présente le dimanche idéal de la coloc. Bah déjà mon ordi avec la fibre. Ok, et ma série? Et son casque aussi. Ça va? Et un peu de challenge pour lui. Elle a dit un peu de challenge, parce que là c'est chaud là quand même. Nouveau, avec la fibre de SFR et le Smart Wi-Fi, profitez d'une connexion ultra puissante et d'un Wi-Fi intelligent qui s'adapte à chacun de vos usages. SFR, enjoy. Vous avez un itinéraire préféré, monsieur? Monsieur? C'était chaud, c'était sensuel, c'était hyper fort. Oh, j'adore cette chanson. Retrouvez tous nos services sur l'appli G7. G7, être là pour vous. Le monde change, évolue. Jeep aussi. Nous devons nous adapter, dès aujourd'hui, en pensant à demain. Mais sans renoncer à nos désirs d'évasion, à nous émerveiller. Sans limite ni contrainte, mais pas sans conscience. À l'heure où Jeep devient hybride, vous êtes plus libre que jamais. Gamme Jeep 4xe hybride rechargeable à partir de 280 € par mois. À découvrir pendant les 4xe Days, portes ouvertes ce week-end. 14h30 sur BFM TV à la une de l'actualité, à peine une demi-heure après le début de cette manifestation à Paris. Jean-Luc Mélenchon enfariné au départ de la marche parisienne pour les libertés contre les idées de l'extrême droite. Le leader de la France insoumise qui dénonce un climat de violence réel et un seuil, dit-il, a été franchi. Jean-Luc Mélenchon aux côtés de quelques figures politiques de la gauche rassemblées en ordre dispersé aujourd'hui. Ça manifeste donc contre l'extrême droite et ses idées. Les organisateurs s'inquiètent du climat politique et social, mais la gauche est en ordre dispersé à une semaine des régionales et moins d'un an de la présidentielle. Élection locale sous tension entre Éric Dupond-Moretti et un candidat Rassemblement National au départemental dans la Somme. L'échange a eu lieu ce matin en pleine campagne, illustration d'une bataille à couteau tiré. Décryptage dans un instant avec Anne-Sora Dubois. Et puis la course contre la montre au large de la Corse, 35 km de nappes d'hydrocarbures progresse vers les terres. Le plan pollution marine a été déclenché, une enquête ouverte. La ministre de l'Environnement se rend sur place. Rassemblement dans 144 villes françaises ce samedi contre les lois liberticides, contre les idées d'extrême droite. Ce sont les mots d'ordre. Et à Paris, la manifestation est partie à 14h de la place de Clichy, direction la place de la République. Des défilés que nous suivons cet après-midi en direct sur BFM TV avec nos reporters sur place. Et donc, cette image que vous avez vue en direct sur notre antenne il y a à peine quelques instants. Perrine Vasque, on vous retrouve en tête de cortège de cette manifestation. Vous étiez vous-même en train d'interviewer Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il a été enfariné. Oui, absolument. On était très proche du chef des Insoumis. On était en train de l'interviewer assez longuement. Et puis, soudain, un jeune homme est arrivé sur notre gauche et a enfariné Jean-Luc Mélenchon. Pour tout vous dire, avec Julien Taureau qui est derrière la caméra, on a profité également de la farine. Alors Jean-Luc Mélenchon était justement en train de nous parler de cette violence dans le débat, qu'il redoutait d'ailleurs, ces menaces dont il faisait l'objet avec ses députés. Il nous disait que si il arrivait quelque chose à l'un des siens, il faudrait que certains se posent des questions. Bref, un discours assez empreint de peur. Et puis à ce moment-là, il a été enfariné. Alors on aurait pu penser qu'il mette un terme à l'interview et absolument pas. Il a pris quelques minutes pour se débarbouiller, Jean-Luc Mélenchon, si je puis dire. Et puis il s'est retourné assez souriant vers nous. Il a continué l'interview.
presque, je peux pas vous dire satisfait, mais en tout cas, on a fait forcément le parallèle avec lui sur la gifle du président et il a pris tout ça avec assez d'humour. Et d'ailleurs, le fait qu'il continue comme ça, comme si de rien n'était en quelque sorte son interview, il nous parlait tout en se débarbouillant de farine, eh bien ça m'a fait penser à l'image du président de la République cette semaine lorsqu'il s'est pris la gifle, vous le savez, à Tain-l'Hermitage, eh bien il avait continué il avait un moment de recul, bien sûr, comme Jean-Luc Mélenchon, mais en tout cas, il avait continué par la suite à faire son bain de foule. Il en avait refait un très long, même en fin de journée, comme pour effacer effectivement cette image. Alors du côté de Jean-Luc Mélenchon, est-ce à dire que, eh bien, il est un petit peu traité comme le président de la République, donc c'est un homme politique de premier rang. Il était en tout cas souriant, il a continué l'interview, maintenant il commence à défiler dans cette manifestation avec eh bien, ses députés La France Insoumise, avec aussi une partie d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, 2 candidats à la primaire des Verts, Éric Piolle et Sandrine Rousseau, mais sans Yannick Jadot. Perrine Vasque avec Julien Taureau. Faudrait que ça cesse. Voilà ce qu'a déclaré Jean-Luc Mélenchon. Ça a été de la farine, mais ça aurait pu être autre chose. Antoine Forestier, justement, vous avez suivi cet enfarineur et vous lui avez parlé. Oui, exactement. Nous l'avons retrouvé quelques minutes après les faits qu'il a commis sur Jean-Luc Mélenchon. Il était en train de s'exprimer auprès de certains confrères, certains journalistes. C'est un homme qui a entre 25 et 30 ans. Il nous a dit 27 ans. Il n'a pas voulu nous donner son prénom. Il nous explique qu'il est au chômage et qu'il a voulu marquer le coup parce qu'il est contre la classe politique en général. On lui a demandé s'il avait visé particulièrement Jean-Luc Mélenchon. Ça ne semble pas être le cas. En tout cas, il en veut globalement à la classe politique. Quelqu'un qui revendique son geste, qu'il l'a même quelque peu prémédité, puisque ce qui lui a donné l'idée de faire ça aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé à François de Rugy, qui lui aussi a été enfariné il n'y a pas si longtemps que cela, et donc il a assumé ce geste. Et ce qui est assez surprenant, c'est que c'est le service d'ordre de la manifestation qui l'a mis à l'écart, mais ensuite il est resté libre dans la rue. Quelques minutes plus tard, exactement à l'endroit où nous nous trouvons, près du square Hector Berlioz, 2 policiers ont discuté avec lui, ont relevé son identité, mais l'ont laissé libre. Il vient il y a quelques minutes de quitter les lieux et de repartir libre. Quand on lui a demandé également si ce qui avait inspiré son geste et ce qui s'est passé cette semaine pour le chef de l'État, on lui a notamment demandé ce qu'il pensait de cette claque infligée à Emmanuel Macron. Il a dit qu'il comprenait le geste effectué par cet homme qui s'en est pris au chef de l'État, mais qu'il ne cautionnait pas la violence. Pour lui, l'acte qu'il a fait n'était pas violence, n'était que de la farine, et il disait qu'il fallait relativiser cela. Merci Antoine Forestier avec Hugo Dorsemène, donc place de Clichy, d'où est partie cette manifestation et où l'enfarinage a eu lieu. On va y revenir avec nos invités en plateau, avec Paul Lobacher, journaliste à l'Obs en charge de la droite et de l'extrême droite, avec Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV, et puis également avec Guillaume Fard, consultant sécurité BFM TV. Petit point de sécurité justement, Guillaume, cet enfarinage en tout début de manifestation, on a vu Jean-Luc Mélenchon le prendre à la légère, mais surtout ce qu'on entend là de notre reporter, c'est que le mis en cause, enfin en tout cas le suspect est parti. Oui, il est parti. Après, c'est surprenant. Pour ce qui est de la sécurité de la manifestation, la préfecture de police de Paris, elle a un dispositif, mais sur la place de Clichy, elle l'a positionné plutôt en périphérie. Et ensuite, c'est au service d'ordre de la manifestation d'organiser la sécurité à l'intérieur du cortège et au sein du rassemblement. C'est comme ça que les choses sont partagées. Alors effectivement, la sécurité de Jean-Luc Mélenchon, elle est surtout assurée par le service d'ordre de la manifestation qui a été prévu normalement à cet effet. Alors cet homme a pu effectivement s'approcher, suffisamment près pour enfariner. Il est effectivement reparti. Maintenant, la question, c'est est-ce que Jean-Luc Mélenchon portera plainte? Est-ce qu'il y aura de ce fait ouverture d'enquête ou pas? De ses premières déclarations, il n'avait pas l'air de trop vouloir prendre cette voie, en tout cas comme François de Rugy qui lui a porté plainte après avoir reçu de la farine. Maintenant, il a tout loisir de changer d'avis, de porter plainte, qu'une enquête soit ouverte et qu'on retrouve l'auteur. Bon, il faut aussi souligner que les enfarinages, sont des blessures qui sont surtout morales ou qui ont une vocation plutôt médiatique. Ça n'occasionne pas de blessures physiques. C'est un désagrément, indéniablement, mais ça ne blesse pas. C'est pas une gifle, c'est sûr, mais ça reste un geste violent quand même. Quand un responsable politique est en train de s'exprimer devant les journalistes, devant les caméras, et quelqu'un qui arrive et qui fait ça par derrière, écoutez justement la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Et si je recevais un mauvais coup, moi ou un des miens,
je suis sûr que les mêmes lâches diraient que nous l'avons bien cherché. On connaît ça. Ça a été dit dans d'autres circonstances. Il ne faut pas y accorder... Il ne faut pas y donner une place plus grande que celle que ça mérite. Je veux dire, du moins, pour nous, la bonne réaction est de faire preuve de solidarité humaine les uns avec les autres, et puis de sang-froid. Voilà, alors je dis à ceux qui ont des projets à mon sujet qu'ils ne me font pas peur et ils ne m'empêcheront pas de faire aussi longtemps que je peux ce que j'ai à faire. Paul Le Bachère, ceux qui ont des projets à mon sujet, je n'ai pas peur. C'est le message qu'il veut passer. On entend dans ses mots, et il a dit qu'il pointait notamment la violence du côté de l'extrême droite. Est-ce qu'on peut être sûr de cela aujourd'hui quand on est dans un rassemblement qui a vocation à réunir des sensibilités de gauche ? Je crois qu'en 2017, pendant la campagne présidentielle ou législative, il y avait eu une histoire de militants de l'Action française, ex-Action française, qui avait eu un projet contre Christophe Castaner et Jean-Luc Mélenchon dans les Bouches-du-Rhône et dans le Sud. Donc il y a une violence qui vient de l'ultra-droite, elle existe, elle est très documentée par la police et elle est très surveillée. Il y a une violence aujourd'hui qui semble en tout cas irréversible. On parlait des Gilets jaunes où il y avait des mouvements très très inquiétants sur des députés En Marche. C'est pas forcément que l'extrême droite, c'est-à-dire qu'il y a est-ce qu'on arrive à un nouveau stade du dégagisme qui prend une forme violente? Est-ce qu'on arrive à un stade du tous pourri sans distinction de part et d'autre de l'échiquier politique? C'est intéressant ce que disait votre journaliste qui a interrogé la personne qui a enfariné, c'est il en veut à la classe politique. Est-ce qu'il en veut à toute la classe politique? Ou est-ce qu'il en veut à la gauche? Ou est-ce qu'il aurait fait la même chose avec Marine Le Pen ou pas? Du coup, ça aurait été intéressant de savoir un peu plus sur ses motivations. C'est en tout cas contre les extrêmes, en tout cas les idées de l'extrême droite qu'ont lieu ces manifestations. Il y a la principale, celle qu'on suit et que vous voyez à l'antenne en direct dans la capitale. Il y en a eu d'autres un peu plus tôt dans la journée, notamment à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. C'est l'image que vous voyez à gauche, mais également dans le nord, à Lille. Des idées qui infusent bien trop dans la société selon les organisateurs. Il y a des syndicats, on envoie les drapeaux, notamment la CGT. Il y a aussi plusieurs partis de gauche, mais qui manifestent en ordre dispersé, avec certains responsables de gauche de premier plan qui ont préféré décliner avec quelque chose d'autre, n'importe quoi, mais autre chose dans l'agenda pour ne pas venir forcément tenir la même banderole. Et c'est une manifestation qui a lieu à une semaine du scrutin des élections départementales et régionales en France. Et c'est dans ce contexte-là que notre scène de violence plus verbale, cette fois-ci, ont été observées aujourd'hui. Tout d'abord, un clash entre Éric Dupond-Moretti et François Ruffin. Ça s'est passé ce matin dans les Hauts-de-France, en pleine campagne, sur une place de marché. Écoutez. Écoutez, vous avez dit que vous, sur Amiens, vous veniez un cluster formidable, que tous les emplois étaient garantis. Sur 290 emplois, il en reste 3. Arrêtez votre tir. Ruffin a raison. Soyez gentil. Il a raison. Défendez les ouvriers. Vous le direz dans les urnes, monsieur. On va pas s'interpeller ici, vous le direz dans les urnes. On a la chance de vivre dans une belle démocratie, vous voyez. Voilà. On n'est pas chez Chavez, on est dans une belle démocratie. C'est là-bas qu'on aimerait. Monsieur Ruffin, calmez-vous. Comme ministre. Monsieur Ruffin. Comme ministre et pas comme candidat à des élections, vous avez pris une tolle. T'as raison, François. T'as raison, mon gars. Non, mais attendez. 500 ACPP. Non. Ça, c'est les vrais chiffres. Vous avez dit que vous craignez un cluster féminin, que tous les emplois étaient garantis. Sur 286, il en reste 3. C'est comme ça qu'on défend les ouvriers. C'est pas on veut faire le kéké sur le marché. Vous êtes ministre. Là, aujourd'hui, il y a 50 000 emplois industriels qui ont disparu dans le pays. Vous êtes ministre de l'Industrie et qu'est-ce que vous faites? Vous faites candidate pour faire 2% à l'arrivée. Monsieur Ruffin, on n'est pas chez Chavez ici. Non. On est dans une belle démocratie. Et chacun peut exprimer ce qu'il veut. Faut faire votre je demande à la ministre de venir faire son travail sur le terrain à Amiens. Et même le président avait promis qu'il reviendrait. Que penser de ces images? On sent que les esprits s'échauffent. Pour rappel, quand même, on a des responsables politiques de premier plan, on a 2 ministres d'un côté, on a un député de la Nation de l'autre. Alors oui, ils sont en campagne pour les régionales, mais ça parle de kéké d'un côté, on n'est pas chez Chavez de l'autre. On se dit que les 11 prochains mois qui arrivent là jusqu'à la présidentielle,
ça va être compliqué, ça va être tendu. Alors il y a peut-être un effet de déconfinement de la politique, parce que c'est vrai qu'on en a très peu parlé ces derniers mois, avec un focus mis sur la crise sanitaire, et donc il faut reprendre le terrain, peut-être reprendre les habitudes de la confrontation politique, mais au-delà de ça, bien sûr, que les mots sont très forts, que les mots sont très violents. Ils l'ont été encore plus dans cette seconde séquence. Éric Dupond-Moretti face à un candidat, une tête de liste RN au départemental. On va voir la vidéo juste après, mais effectivement. Alors après, c'est très intéressant parce que le fond de ce qui a été dit entre ces différents protagonistes est vraiment symptomatique aussi du débat politique qui n'a pas été tranché depuis 2017. François Ruffin interpellait Éric Dupond-Moretti sur Whirlpool, enfin Agnès Pannier-Runacher d'abord, ministre de l'Industrie, sur Whirlpool. On se souvient de ce face-à-face à quelques heures d'intervalle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur le parking de Whirlpool qui était devenu un centre effectivement d'une désindustrialisation contre laquelle les politiques essayaient de lutter, chacun avec leurs possibilités et leurs offres politiques. La question n'a toujours pas été tranchée. Aujourd'hui, effectivement, le site de Whirlpool, tous les reclassements n'ont pas eu lieu, et donc on a effectivement un député. Mais après, c'est aussi le style Ruffin que d'interpeller de cette façon-là des ministres sur la voie publique. On est un peu moins dans le cadre d'une violence politique. En réalité, François Ruffin, il est filmé à chaque fois qu'il va quelque part, et quand il interpelle des ministres, il sait parfaitement pourquoi il le fait. Tout ça est quasi, il n'y a pas de script écrit à l'avance évidemment, mais en tout cas, il est adepte de ce genre de coup politique. Là où effectivement ça monte très vite, c'est Éric Dupond-Moretti qui lui répond en lui disant on n'est pas chez Chavez ici, et François Ruffin qui dit effectivement on vient pas faire le kéké sur un marché. Effectivement, dans la sémantique, dans le vocabulaire qui est utilisé, il y a effectivement quelque chose qui ne va pas. La sémantique également, on va la voir, on va l'entendre pour un autre échange, toujours du garde des Sceaux ce matin, candidat original dans les Hauts-de-France, et qui était face à un autre candidat du Rassemblement national dans ce département de la Somme. Écoutez. Pas défendu Méra. Il a défendu l'assassin du juge Michel. Il a défendu l'assassin du juge Michel. Ça vous a pas dérangé. Mais c'est normal, il était avocat. Les Français jugent. Et Madame Le Pen, elle a défendu en Algérie en situation irrégulière. Elle en a fait sa pub. Ah oui, elle a fait son travail. Allez vous faire applaudir dans les prisons. C'est minable. J'ai pas besoin de me faire applaudir par des identitaires comme vous. C'est minable. Il n'y a pas de détenus. L'argument, il n'y a aucun danger. Zéro. Vous avez que ça à faire, vous avez l'état de la justice en France, vous avez que ça à faire. Mais vous allez tout régler en vacances. Avec 9000 magistrats, il y en a que la justice n'est pas suffisamment en crise. Vous n'avez pas l'impression que les Français attendent du ministre de la Justice pour un café comme ça? C'est beau. Faites votre travail. Retournez travailler. La justice en attend besoin. Alors allez faire votre boulot. Vous n'avez pas le temps d'être en vacances. Venez travailler avec l'état de la justice. Venez avec moi, vous n'avez pas le temps d'être en vacances. Je travaille 10 fois plus que vous. Eh bien, on voit ça. On peut mieux avoir des boutons de manchette que faire des vidéos érotiques comme Monsieur Odoul. Oh, une attaque sous le pantalon. Bravo, Monsieur Moretti. Parlez-en à votre ancien candidat à la mairie de Paris. Monsieur Griveaux. Alors, c'est pas gentil pour votre collègue Monsieur Griveaux, Monsieur Moretti. Alors, il y a beaucoup moins de fond dans cette vidéo, à la limite, que dans la précédente. Là, on est uniquement en dessous de la ceinture Paul Le Bachar. Mais c'est vrai qu'on a le RN, et particulièrement Damien Rieu, qui est connu pour ses coups médiatiques, comme ça, dans la provocation. Mais un ministre de la Justice qui fonce tout droit dedans et qui mène la charge même sur la thématique du dessous de la ceinture. C'est étonnant. Après, Éric Dupond-Moretti, il avait annoncé la couleur. Il avait dit je vais chasser le RN des terres du Nord. Donc du coup, là, ça pourrait se concentrer sur le fond quand même. Ça pourrait se concentrer sur le fond. Après, ce sont deux militantismes qui s'entrechoquent. Donc finalement, est-ce qu'on attend un débat de fond parfois entre deux militantismes et surtout alors je connais pas le caractère d'Éric Dupond-Moretti, je connais un peu plus le caractère de Damien Rieu, qui est un vrai pur militant RN engagé matin, midi et soir, 24 heures sur 24 pour sa cause. On voit bien la manière dont il interpelle Monsieur le Ministre. Pourquoi vous prenez un café ici alors qu'il faudrait défendre les victimes et pas les prisonniers. Et du coup, c'est intéressant parce que ce qui serait intéressant de savoir quand même, c'est ce qui va se passer au soir du premier et second tour des départementales dans ce territoire-là, qui est quand même un territoire de chasse, de conquête, d'implantation frontiste très 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 fort. Évidemment, et ce sera
à suivre dans ces échanges. On est encore en phase de campagne. On voit qu'effectivement les esprits s'échauffent dans cette dernière ligne droite. L'actualité, c'est également la côte est de la Corse, menacée par une marée noire. 2 nappes d'hydrocarbures de près de 35 km de long ont été repérées à environ 10 km au large de l'île de Beauté. Un dégazage pourrait en être la cause. Alors pour protéger son littoral, le préfet de Haute-Corse a activé le plan Paul Marter. Marie Hérault avec Constance Bostoen. Depuis hier, une tache brune est venue troubler les eaux paisibles et bleu ciel de l'île de Beauté. Détectée et étudiée immédiatement par les autorités, cette pollution de 35 km de long résulterait d'une opération de dégazage d'un bateau. C'est-à-dire que c'est probablement un navire qui, sur sa route, a rejeté à la mer des eaux de cale qui sont pleines d'hydrocarbures. Et cet hydrocarbure est lourd. C'est ce qui nous fait réagir et on avait une pollution qui était quand même étendue sur 35 km, donc c'était très important. Pour les autorités locales, c'est désormais une course contre la montre. La nappe de pollution se trouve à quelques kilomètres des côtes corses et continue de dériver rapidement. Dans leurs opérations, elles pourront compter sur l'aide de personnel toulonnais spécialisés et équipés de matériel anti-pollution. Autre soutien de taille, celui des maires qui souhaitent à tout prix éviter une catastrophe écologique d'ampleur. Bien sûr qu'on est inquiet et c'est inacceptable d'en arriver à des situations comme ça. Ce sont des zones protégées avec une richesse faune et flore. On est vraiment sur la protection de notre environnement. Ce matin, le préfet de la Haute-Corse a activé le plan Paul Marter dédié à la protection du littoral. Il appelle aussi la population à ne pas toucher ou ramasser des galettes de pollution qu'elle pourrait trouver sur les plages, mais plutôt d'en informer immédiatement les pompiers et la gendarmerie. Les activités nautiques et la plage sont pour le moment interdites d'accès. Une enquête a été ouverte, confiée à la gendarmerie et la ministre de l'Environnement annonce qu'elle se rend sur place, qu'est sur ce qui fait beau en Corse comme dans toute la France.